Merci à tous les cinq. Donc, dans l'ordre, Christine Lavarre, sénateur des Hauts-de-Seine, présidente de la délégation à la prospective. Bonjour, merci d'être avec nous. À vos côtés, Michel Paulin, CEO d'OVH Cloud. Fabien Versavo, président et CEO de Rakuten France. Véronique Turner, cofondatrice, directrice générale de Alterway et présidente de Numéum, qui rassemble, voilà, c'est plus de 2000 éditeurs et ESN. 2500 éditeurs et ESN travaillent sur tous ces sujets du numérique. Et puis merci à Stéphane Lanuzel de nous avoir rejoint, directeur de Beautytech L'Oréal. Vous savez que L'Oréal aujourd'hui se définit comme une Beautytech parce qu'il y a les métiers traditionnels de L'Oréal, mais ils sont en train de se transformer et on va reparler avec Stéphane dans un instant. En tout cas, merci à tous les cinq d'être avec nous. Christine, je vais démarrer avec vous. On a parlé de cette rapidité de déploiement de l'IA. C'est une démocratisation vraiment à laquelle on assiste, alors via l'IA générative depuis 18 mois. Et vous, alors je l'ai dit, vous êtes directrice générale de la présidente de la délégation à la prospective. Voilà. Alors, sur quoi travaillez-vous justement au sein de cet office? Dites-nous. Ce qui est intéressant, c'est que Patrice Martin, en ouverture, disait qu'une des ambitions du MEDEF était de démocratiser et de communiquer justement sur l'intelligence artificielle. Et au Sénat, ça peut peut-être vous paraître surprenant, mais collectivement, et ça a vraiment été un choix unanime des membres de la délégation à la prospective, donc c'est 36 sénateurs qui regroupent toutes les orientations politiques de l'hémicycle, on a choisi de travailler sur le thème de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'était un sujet que le Parlement s'est vraiment approprié, puisque en parallèle des travaux de la délégation à la prospective, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, lui, est en train de travailler sur comment sont conçus les modèles d'intelligence artificielle, quelles sont les dérives dont il faut se prévenir, typiquement la diffusion de fake news, le fait de s'auto-alimenter avec des informations fausses. Nous, du côté délégation à la prospective, on s'intéresse en fait aux usages et comment ça va venir modifier nos usages demain et surtout après-demain. Et d'ailleurs, je fais un petit peu de pub. Tout à l'heure, pareil, Patrick Martin évoquait le rapport sur l'intelligence artificielle qui avait été commandé par le président de la République. Et il sera présenté ce soir en avant-première devant l'OPEX et la délégation à la prospective. Vous pouvez suivre cette présentation notamment de Philippe Aguillon en direct à 18h sur le site du Sénat. Voilà, c'est un thème, voilà, il y a quelques grandes lignes directrices qui sont données, notamment sur la formation, l'accès aux données, la puissance de calcul, la gouvernance de l'IA, voilà, pour retenir un peu les grandes lignes. Donc là, vous travaillez sur comment l'IA va être utilisée demain. Alors justement, certains utilisent déjà, travaillent déjà depuis un moment. Stéphane, 10 ans de Beautytech chez L'Oréal, on va dire quand on commençait à parler de transformation numérique à l'époque, voilà, on en parlait chez L'Oréal. Pas mal d'avancées en termes d'IA, on va dire traditionnelle, et puis cette IA générative est arrivée. Et c'est une IA aujourd'hui que vous mettez au service des clients, aussi des collaborateurs. Et on a parlé des données aussi. Tout ça, c'est un élément important. Là, comment vous travaillez sur ces sujets-là aujourd'hui chez L'Oréal ? C'est vrai que pour nous, maintenant, être le leader de la beauté, c'est aussi être le leader de la beauty tech. Et ça fait plus de 10 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines et beaucoup de cas d'usage. Que ce soit pour nos consommateurs, on fait du diagnostic de peau, de l'analyse d'image. Tout ce qui est recommandation produit, maintenant, se fait en utilisant des données environnementales, en utilisant des données d'écosystème, pour pouvoir créer cette relation chaude avec notre consommateur. Mais on l'utilise aussi pour nos collaborateurs, que ce soit dans nos usines. Je vais citer une de nos usines en France qui est à Vichy, où on fait du contrôle qualité, où on fait des prévisions de production en utilisant l'IA. Donc l'IA, par définition, ça fait plus de 10 ans qu'on l'utilise et on s'est aussi saisi de la vague Generative AI. Mais ce qui est important, c'est que quand on est L'Oréal, par définition, on fait 40 milliards de chiffre d'affaires, on a 1,3 milliard de consommateurs, donc on a beaucoup de données. Et on utilise ces données-là en travaillant sur tous ces cas d'usage. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de travailler avec un écosystème très ouvert et très varié. On travaille avec les grands de la tech, mais on travaille aussi avec des startups. On travaille avec les LLMs, mais on développe aussi des small language models. Donc c'est important de rester agnostique. Les LLM, pour ceux, c'est tous les OpenAI, les Gemini, voilà, c'est le langage dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est large language model. Ouais. C'est un peu les modèles fondationnels derrière ChatGPT. Mais on utilise aussi des modèles beaucoup plus spécialisés par rapport au cas d'usage. Donc ce qui est important, c'est vraiment de rester agnostique. Et notre rôle, nous, chez L'Oréal, c'est de créer cette transversalité dont on parlait tout à l'heure et d'utiliser à la fois des modèles qui viennent de géants de la tech, mais aussi de start-up et d'un écosystème ouvert. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'usage de l'IA.
Et c'est quel usage on en fait pour nos consommateurs et pour nos collaborateurs. Et d'ailleurs, ce sera le message qu'on essaiera de faire passer tout au long de cette journée. Hein, c'est appropriez-vous l'outil, enfin ces outils, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et puis on en voit les atouts, on en voit aussi les limites. Hein, et ça, je pense que c'est important. Juste un mot aussi, Stéphane, on disait tout à l'heure avec Patrick Martin, la formation, elle est essentielle pour les gens de la tech, mais pour les autres aussi. Et chez L'Oréal, c'est un programme de formation qui est gigantesque. Hein. Oui, on a lancé un programme de formation à l'IA et à la Gen AI pour nos 88 000 collaborateurs dans le monde entier, en commençant par le top exec, le COMEX, qu'on a ensuite décliné. Parce que pour nous, c'est important que chaque collaborateur du groupe ait conscience de ce que permet l'IA, mais aussi quelles sont ses limitations, et s'approprie ces sujets-là en tant que collaborateur du groupe, mais aussi en tant que citoyen et en tant que consommateur. Donc on travaille beaucoup sur la formation, aussi parce que moi je suis un optimiste de l'intelligence artificielle, et aussi pour démystifier, et comme le disait l'intervenant précédent, on voit beaucoup les peurs, les craintes, et à un moment donné, il faut aussi rester positif. La culture du groupe, c'est l'innovation. Et pour nous, l'IA fait partie de ces nouvelles technologies issues de la science. Et on s'est toujours développé en s'appropriant les nouveautés scientifiques. Véronique, justement, cette IA, on l'a compris, hein, c'est un enjeu stratégique, c'est une course à l'innovation. Surtout ne pas se dire qu'on est déjà dépassé, même si on parle beaucoup des Américains. On sait qu'en France, en Europe, les acteurs sont très présents, et on en a plusieurs sur ce plateau, et on en aura plusieurs tout au long de cette journée. Mais c'est quoi les conditions à mettre en place, justement, pour avancer au même rythme, voire plus rapidement que les autres ? Alors déjà, je pense que c'est bien de se rappeler pourquoi c'est un enjeu stratégique. C'est un enjeu d'abord économique, de compétitivité. Il y a des enjeux de productivité importants. En fonction des rapports, on parle de 20-30% dans certains secteurs de productivité. C'est un enjeu aussi de croissance du PIB. Donc, premier enjeu, c'est un enjeu économique. Ensuite, c'est un enjeu également de progrès. Ça, on vient de le dire, en fait, c'est une innovation disruptive qui est un facteur d'accélération. Et aujourd'hui, sur des grands défis qui peuvent être la santé, l'agriculture, l'environnement. Mais c'est aussi des enjeux sociétaux, comme toute technologie. Moi, j'aime bien utiliser ce terme-là. Il y a une dimension pharmacologique dans la technologie potion-poison. Il y a aussi, c'est le progrès, mais ça a aussi des effets secondaires, donc des enjeux sociétaux qui sont importants en termes d'éthique. C'est des enjeux sociaux. Ça bouscule, ça a été dit par Patrick Martin en introduction, tu viens de le redire, sur les compétences et donc sur l'emploi. Donc, pour toutes ces raisons, l'IA, c'est un enjeu stratégique. Et si on dit enjeu stratégique, on parle forcément de volonté d'autonomie stratégique. Alors, au niveau de la France, on vient d'en parler, on vient de le citer, le fameux rapport qui est sorti là, de la commission IA, qui note, je dirais qu'il y a une note positive. C'est notre ambition pour la France. Il y a 25 propositions qui touchent l'éthique, la gouvernance, les compétences, le financement, avec une volonté d'accélérer sur le financement, qui est le point faible aujourd'hui de la France et de l'Europe. Donc, énormément d'atouts en France. Je ne vais pas revenir dessus, mais si la France veut jouer en fait sur cet échiquier mondial, elle doit faire jeu collectif avec l'Europe. Et aujourd'hui, au niveau européen, l'Europe est plutôt dans une démarche aujourd'hui quand même de régulation. Et donc, même si cette démarche-là est très vertueuse parce qu'elle apporte un cadre de confiance, l'IA Act est sorti là et c'est une réglementation par une gestion des risques. Moi, je crois en fait que là, l'Europe, elle doit se saisir de ce sujet comme un enjeu vraiment stratégique et elle doit passer de la régulation vers des politiques industrielles fortes. Comme on sait le faire, l'Europe sait le faire, par exemple, dans le domaine du spatial, avec Copernicus, Galileo. On était la semaine dernière avec Michel au Parlement européen. On a eu une présentation hyper intéressante sur IRIS², qui est une infrastructure de satellites en fait sécurisée, de résilience, une infrastructure de résilience. Donc, on sait, l'Europe sait le faire, elle sait sortir son bazooka budgétaire quand c'est nécessaire. Donc, moi, le message, en fait, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, l'Europe s'organise pour faire émerger des champions industriels. Et là, on a une fenêtre de tir, c'est que dans quelques mois, on a les élections européennes.
Et je pense que c'est important en fait que le numérique, l'intelligence artificielle soit au cœur de ces élections, parce que ce sont des enjeux qui sont stratégiques pour la France, mais pour l'Europe. Oui, eh bien, il va falloir travailler pour que ce soit dans les débats. Michel, justement, c'est important d'avoir cette puissance industrielle, puissance dans le cloud, la maîtrise des données, les logiciels LLM. Enfin, ce sont tous ces sujets sur lesquels travaille OVH Cloud aujourd'hui. L'orchestration, l'expertise. Expliquez-nous un petit peu comment votre vision de l'IA en tant qu'opérateur, vraiment en étant au cœur du système. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi d'être ici, merci de m'avoir invité. Le thème de la table ronde, c'est a-t-on les moyens de reprendre la main sur le marché de l'IA? Alors on parlera de la France, on parlera de l'Europe, mais je commencerai par les entreprises. Et ce qu'a dit Karim était très intéressant parce que finalement il y a deux stratégies dans les entreprises. Il y a une stratégie dans laquelle on sous-traite complètement et on ne maîtrise plus rien. Et d'une certaine façon, c'est la proposition de valeur que proposent certains grands acteurs qui, finalement, proposent la totalité, qui fait que vous sous-traitez l'intelligence artificielle à quelqu'un qui ChatGPT va répondre à tout. Qu'est-ce qui se passe derrière? Vous ne savez pas. Vous perdez la maîtrise, et donc là, vous n'avez pas la main sur la solution. Je pense qu'il est indispensable, quand vous êtes un entrepreneur, de réfléchir à comment vous voulez implémenter et comment vous pouvez garder la maîtrise. Parce que finalement, comme le disait Karim, ce seront les réponses qui seront décidées par des tiers et pas tellement les vôtres par rapport à vos données, votre expérience, votre culture, etc. Et pour ça, si vous voulez implémenter, et nous on discute beaucoup avec les entreprises, comment implémenter de l'IA et quelles sont les conséquences, vous avez besoin techniquement, et après on parlera bien sûr de l'éthique et culturelle, de 4 choses. Et malheureusement c'est du et, c'est pas du ou. Vous avez besoin d'infrastructures. Et vous avez besoin d'infrastructures, et ça coûte très cher, ces infrastructures. Sans parler du A200, du H200, etc. Même si vous faites de l'inférence sur des GPU qui s'appellent des L4, des L40S, etc., c'est pas accessible à la majorité des entreprises, parce que c'est extrêmement cher. Donc là, le cloud est indispensable. Il n'y a pas d'IA sans cloud. Parce que ça ne démocratisera pas l'accès, aujourd'hui, à l'IA. Donc ça, l'infrastructure, stockage et GPU est indispensable. Et il est indispensable qu'il y ait une réflexion collective de savoir où je mets mes données, comment sont traitées les données, et aussi une réflexion stratégique européenne, parce qu'aujourd'hui, on sait que Nvidia a quasiment 100% du marché. Le deuxième, il faut des données. Alors ces données sont où? Qui en a accès? Comment on les traite? Comment on les nettoie? Il faut des datasets. Et qu'est-ce que c'est que les datasets privés? En fin de compte, c'est la protection de sa protection de son intelligence, la protection industrielle. C'est ça aujourd'hui les données. C'est pas uniquement des données. C'est est-ce que je les donne à ChatGPT, il en fait ce qu'il veut et puis finalement il les revend à des tiers, ou est-ce que moi je garde mon expertise? Et Karim l'a expliqué, ça va jusqu'au du sujet culturel. Tariq. Pardon? C'est Tariq. Tariq, pardon. Je suis Karim. Tariq. Le troisième, c'est les logiciels. Alors on parle beaucoup des LLM. Mais en réalité, il faut beaucoup d'autres choses et d'accès. Et donc, pour pouvoir accéder aujourd'hui au LLM, il faut orchestrer la donnée, il faut être capable d'avoir tous ces softwares. Et nous, notre mission, techniquement, c'est d'offrir ces éléments-là. Et je terminerai, et j'aurais dû commencer par le quatrième, qui est le plus important, c'est l'expertise, la compétence. Et là, c'est clair que c'est complexe. Et on parlera de la formation, on parlera de tous ces sujets-là. Pourquoi? Parce que c'est des sujets techniquement extrêmement compliqués, et dans lequel, si vous n'avez pas l'expertise, vous ne comprenez pas quels sont les enjeux et qu'est-ce qui est derrière, et on ne garde plus la main. Et donc cette expertise-là, aujourd'hui, il faut la diffuser. D'autant qu'il y a à la fois les peurs. Alors moi, je pense qu'on est dans un monde extrêmement anxiogène et qu'un des problèmes de l'Europe, c'est qu'elle a peur de tout. Donc finalement, elle ne croit pas l'avenir. Et quand on ne voit pas l'avenir, on n'est pas capable de progresser. Et donc ça, c'est un des problèmes majeurs que nous avons. Mais néanmoins, il faut affronter ce sujet des compétences et préparer les entreprises à former, informer, transformer, faire évoluer pour faire en sorte que les compétences soient adaptées. Tout le monde ne sera pas dans le même train. Donc c'est un peu, quand je dis ça, mais il faut que tout le monde ait un ticket pour pouvoir monter dans le train. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc si on n'a pas les 4 sujets, on va sous-traiter à quelqu'un et nous ne serons plus maîtres de nos destins. Voilà, donc important, infrastructure, les données, les compétences, et puis il faudra aussi parler de coûts, parce que ça aussi, ça doit se financer. Mais, enfin, ce sont tous ces éléments que l'on doit avoir. Fabien, alors je crois qu'avec Rakuten, vous avez terminé un rapport sur l'IA à impact positif, c'est l'organisme Villa Numéris, c'est ça? C'est ça. Et là, je pense qu'on s'y retrouve un peu dans tout ce qui est dit depuis tout à l'heure. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, nous on est une boîte de technologie, un groupe international d'origine japonais,
Et même si la technologie est au cœur de notre activité, et l'IA également, on a souhaité se poser la question, faire un petit zoom out et se poser la question avec la Villa Numéris, qu'on connaît bien, avec qui on partage un certain nombre de valeurs, finalement, des enjeux pour les entreprises et pour la société autour de l'intelligence artificielle à impact positif. Et donc on a travaillé avec environ une cinquantaine d'académiques, d'entrepreneurs, de dirigeants, de chercheurs, autour de cette question pour formuler un plaidoyer là, qu'on va sortir d'ici quelques jours et qui reprend un certain nombre de propositions par rapport au rapport qui a été cité précédemment, qui est plus focalisé sur les entreprises, d'accord, qui est la matière qui nous intéressait en premier lieu. Et en fait, les conclusions de ces groupes de travail et de toutes ces éminences grises étaient finalement de dire qu'il fallait faire trois choses. D'abord, il faut qu'en France, moi je le vois par rapport à mes déplacements en Asie ou en Amérique du Nord, hors d'Europe en tout cas, il faut qu'en France, on développe une culture de l'IA au sens d'une grande priorité nationale, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut par exemple que ce que vous faites chez L'Oréal soit en effet en termes de formation, soit en effet quelque chose qui soit répliqué dans toutes les entreprises. Il faut former tout le monde sur ces sujets-là. Dans l'enseignement, par exemple, il faut intégrer des modèles de langage ou d'autres modèles d'ailleurs plus traditionnels pour les enseignants, pour leur montrer le potentiel de personnalisation, d'individualisation des apprentissages. Ensuite, le deuxième aspect qui semblait très important au groupe de travail, c'était, ça a déjà été évoqué, de construire un récit positif autour de l'intelligence artificielle. Vous avez raison, il y a des phénomènes culturels en Europe qui nous différencient fortement en matière de la vision du potentiel de la technologie par rapport, encore une fois, à l'Asie ou à l'Europe du Nord. Et il faut vraiment qu'on travaille contre ça. C'est un handicap énorme, le facteur culturel. Et donc, il faut dire dans des domaines comme la recherche, comme l'énergie, comme la santé, à quel point aujourd'hui on a déjà plein de cas concrets d'apports vertueux de l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, nous avons en Europe une spécificité culturelle, celle-ci, qui nous différencie de manière plus positive, qui est l'inclusivité, la notion de responsabilité, notre politique très volontariste vis-à-vis du climat notamment. Et je pense qu'il faut que nous arrivions à profiter de ces aspérités culturelles pour développer une pensée autour de l'intelligence artificielle qui ne privilégie pas la vitesse du hack, la vitesse de la disruption, parce que ce n'est pas ça qui est vraiment très important, c'est la profondeur de la transformation et à quel point elle change le quotidien des gens et effectivement à quel point elle apporte de la compétitivité à nos entreprises. Et enfin, dernier point, je termine, les entreprises. Avant la régulation, en fait, nous sommes les premières responsables d'une obligation de créer, de poser un cadre de confiance. Et la manière dont on va formuler des activités autour de l'intelligence artificielle qui seront responsables et de confiance, c'est aux entreprises d'abord de le définir, par la concurrence, par l'autorégulation, accompagné évidemment par les gouvernements et la Commission européenne. Mais je crois qu'on a un petit peu inversé la proposition jusqu'à présent, donc il faut qu'on reprenne le pouvoir et qu'on remaîtrise le narratif au travers d'actions concrètes à ce sujet. Oui, je trouve que c'est très intéressant. En plus, dans tout ce que vous dites, c'est qu'on est vraiment dans le concret. Hein, tous ces mots, ces confiances, ces infrastructures, enfin tout ce dont on parle, formation, c'est accessible à tous. Hein. On n'est pas en train de parler à soit des très grands groupes comme L'Oréal, mais c'est tout un écosystème qu'entraîne L'Oréal. C'est des plus petites entreprises. C'est vraiment, enfin, je trouve que les mots que vous prononcez sont assez significatifs de cette accessibilité de l'IA. Christine, l'IA, c'est aussi un outil au service du service public, justement. Dites-nous il y a des exemples, hein, l'IA pour la lutte contre les fraudes, le recours au droit, la manière dont les agents travaillent. Enfin, vous êtes déjà très impliqué avec cette intelligence artificielle. Alors effectivement, c'est ce qu'on constate et je voudrais rebondir sur la question de la formation parce que moi j'ai été frappée dans une audition que la délégation a conduite. J'étais persuadée que demain, c'est les cols bleus qui seraient remplacés dans les usines par des robots. Et en voyant des démonstrations d'intelligence artificielle in situ, et j'ai fait pourtant un peu d'informatique, un peu de code, enfin voilà, des choses où je me disais il faut l'intelligence humaine pour venir commander la machine.
Et en fait, on m'a montré que quand on sait bien prompter, on peut facilement demander ce qu'on veut à la machine et qu'il n'y a plus besoin d'être un super crack en informatique et de connaître tous les langages pour pouvoir donner des ordres à la machine. Donc je suis sortie de cette audition en me disant finalement c'est peut-être les cols blancs qui ont le du prompt, souci. hein, si vous n'êtes pas habitué au vocabulaire, c'est en gros l'interface, le langage avec lequel vous allez parler à la machine dans un langage tout à fait naturel. Hein. Voilà, en tout cas pour l'IA générative, pardon. Exactement. Désolée pour cette mot technique. Et donc on est sorti en se disant oulala, mais c'est les cols blancs qui ont du souci à se faire. Puis un peu plus tard, on a fait la semaine dernière l'audition du professeur Gaillard. Donc, vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous parle de neurosciences, du chef du service de psychiatrie de la Pitié-Salpêtrière, alors qu'on parle d'intelligence artificielle. Et qui, en fait, si vous avez le temps de lire son livre qui s'appelle L'homme augmenté, vous allez prendre conscience qu'en fait, c'est pas tant l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle vient pas augmenter l'homme, on sait l'utiliser pour réparer l'homme. Et il montre très bien comment en fait notre cerveau humain n'est pas capable d'absorber. Quand on lui demande trop de force, en fait, il débloque, il passe à côté, et c'est justement toutes les maladies mentales et qui sont pas du tout spécifiques à un type de population. Il montre statistiquement que partout, sur toute la latitude du monde, 1 homme sur 5, en gros, souffre d'une maladie mentale. Et que c'est pas tant le cerveau de l'homme qu'il faut augmenter. Et lui, ce qu'il dit, regardez, l'IA générative, elle se nourrit en lisant, elle ne fait que lire. Et il y a un dessin qui nous a montré qui est frappant, c'est-à-dire des robots qui lisent un livre, pendant que nous, humains, on est collés sur notre smartphone à regarder des vidéos de manière passive. Et donc, pendant que l'IA se nourrit, nous, on est complètement à côté de la plaque. Et donc, son message, c'est de dire avant tout, continuez à lire, quoi. C'est le plus important. Lisez comme vous faites lire les machines, et tout le monde progressera ensemble. Donc, je ferme cette parenthèse sur la formation, mais c'était pour dire qu'effectivement, nous, ce qu'on a pu constater, et par exemple, un ministère qui est assez en pointe sur le sujet, c'est le ministère des Finances, qui aujourd'hui est venu automatiser, par exemple, toute l'étude des amendements aux lois de finances. Donc les amendements aux lois de finances, c'est un processus. Tout à l'heure, on nous montrait la loi de Moore, c'est à peu près la même chose pour les amendements. Chaque année, il y en a de plus en plus. Et on est en train de se dire que comme la machine va pouvoir les générer automatiquement, bientôt, l'humain ne saura plus même lire, distribuer. Et donc, ils nous ont montré qu'avec un outil, ils ont été capables, en 15 minutes, d'attribuer les 3000 amendements déposés, de les résumer. Et donc, il ne restait plus qu'à l'humain de pouvoir dire est-ce que le ministre doit donner un avis favorable, un avis défavorable, ou dire que ce n'est pas le bon moment pour parler de ce sujet. Et vous imaginez pas que 20 minutes, c'est un temps de traitement avant, si on le rapportait en jour homme, qui mobilisait toutes les équipes de Bercy, et je dis ça devant Cédric O, qui doit bien voir de quoi je parle. Donc c'est un gain de temps énorme pour une plus-value qui est vraiment importante. Et ce type, un peu, nous, on est en train au Sénat de réfléchir à faire la même chose. Et donc là, on voit bien que ça va être une complémentarité en fait, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, puisque derrière, la décision restera toujours de l'ordre de l'humain. Alors justement, Véronique, comment vous travaillez justement au sein de Numéum? Donc, ce sont les acteurs, les sachants, on va dire, quelque part de cette IA. Et comment vous travaillez avec le MEDEF, justement, pour élargir davantage, former davantage et voilà, nous sensibiliser tous à cette intelligence artificielle? Alors, Numéum, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 2500 entreprises, on a une vingtaine de commissions. On en a une qui est dédiée à l'intelligence artificielle, qui est historique. Elle a 5 ans d'existence, donc bien avant l'émergence de l'IA Gène. Cette commission rassemble les experts de l'IA. Donc on a ici Laurent Daudet, Lighton, qui fait partie en fait de notre communauté. Tout à fait, qui est une des belles pépites françaises. Donc ces acteurs-là travaillent sur l'expertise. Comme le disait Michel, c'est important, cette expertise, et on doit travailler aussi ensemble, créer de la transversalité entre les acteurs pour fluidifier en fait la connaissance, la développer. Et puis évidemment, on ne s'arrête pas à ça, puisqu'en fait l'ensemble de la communauté Numéum ne sont pas des experts sur l'IA. Donc on travaille aujourd'hui à faire en sorte que l'ensemble de nos entreprises comprennent l'IA et s'approprient des usages pour chacun pour leur modèle économique. Donc là, toutes les commissions, je vous dis une vingtaine, sont teintées aujourd'hui du sujet IA. Donc par exemple, la semaine dernière, il y a ce livre blanc qui est sorti, vous pourrez trouver en fait sur notre site, c'est l'impact de l'IA générative sur les entreprises du numérique, notamment les entreprises de services numériques. Comment elles vont pouvoir, je dirais, travailler sur leur modèle économique, générer de la productivité. Il y avait le rapport McKinsey qui était sorti il y a 1 an et qui disait qu'il y avait 4 grands domaines qui vont vraiment tirer profit de l'intelligence artificielle générative. Un de ces 4 domaines,
domaine, c'est l'industrie du logiciel. Donc on a aussi, par exemple, sur le sujet de l'environnement, on a une commission très forte sur l'environnement. On a fait la semaine dernière un atelier très riche autour de l'IA générative et l'environnement, à la fois les effets de bord et l'IA générative au service de la transition environnementale. Et je rejoins ce qui a été dit, hein. Il y a une spécificité, une singularité de l'Europe qu'elle doit tirer profit sur l'IA, c'est l'IA, on va dire, responsable. On a beaucoup parlé de numérique responsable, c'est un des piliers de Numéum, mais l'IA responsable, ça peut être une singularité, un angle que doit se saisir en fait l'Europe pour émerger sur l'échiquier mondial. Donc voilà, on a aussi sur la cybersécurité, on a sorti là avec Eurocloud un rapport. Bref, nos 20 commissions se mobilisent aujourd'hui, se teintent d'IA. Après, pour le MEDEF, je pense que c'est important. On doit sortir, nous, Numéum, les 2500 entreprises, on doit sortir de notre verticale pour aller sur un sujet horizontal, comme l'a dit Patrick. La transversalité est importante. Et le MEDEF, c'est le lieu idéal aujourd'hui pour travailler, sortir notre silo et aider l'ensemble des industriels à se saisir, à comprendre la technologie et à se saisir des opportunités qu'offre cette technologie. Là, on parle d'IA, mais c'est vrai pour l'ensemble des technologies. Il y a aussi un point fort du MEDEF, c'est cet ancrage territorial. Patrick l'a dit en introduction. C'est le fait aussi qu'il faut aller dans les territoires. On a 3 grandes priorités chez Numéum. Il y a les territoires, les compétences, le numérique responsable. Je crois qu'en fait, l'intelligence artificielle est vraiment majeure sur ces 3 grands thèmes. Fabien, on voit cette importance de déployer des écosystèmes. Hein. Alors, c'est quoi les piliers pour déployer tous ces écosystèmes? Il faut des financements, il faut de l'infrastructure, comme le disait Michel, il faut des compétences. Oui, évidemment. Alors on a beaucoup de choses. Moi, ce que je peux vous dire, encore une fois, au regard de ce que j'observe hors d'Europe, ce sur quoi on doit accélérer, c'est évidemment le financement. Ça a été largement commenté, mais y compris pas uniquement aux États-Unis, mais aussi au Japon. Toute l'épargne de long terme, en fait, qui n'est pas forcément fléchée en Europe et en France vers le financement des projets autour de l'intelligence artificielle ou de la deep tech, par exemple. Donc ça, c'est un vrai sujet d'accélération. Ensuite, l'accès à la donnée, ça a été aussi dit tout à l'heure, mais il a mentionné le projet Common Corpus. Là, c'est hyper intéressant. Là encore, la position de l'Europe jusqu'à présent n'est pas forcément représentative de ce qui se passe dans le reste du monde. Ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. Et pour parler du Japon notamment, ils se sont rendus compte que l'accès finalement aux jeux de données dans la langue japonaise, représentant pour eux, étant moins abondant évidemment que celui dans d'autres langues, représentait pour eux en fait une barrière au développement de modèles pertinents. Et donc ils ont pour l'instant plutôt suivi une approche qui est d'ouvrir au maximum l'accès au contenu. Voilà, pour pouvoir gagner du temps là-dessus, embarquer un maximum de gens et favoriser l'innovation, donner la chance aux entrepreneurs soit d'utiliser des modèles open source existants. Nous, on utilise par exemple un modèle français, Mistral, pour ne pas le citer, et on développe à côté des modèles propriétaires de langage. Voilà. Et donc on le fait grâce à l'accès à des données, et notamment en Asie, ce sujet est beaucoup plus facilité que ce qui peut apparaître en Europe. Et sur la régulation au sens large, en fait, pour faire un parallèle, je vais simplifier volontairement avec un événement qui est important pour nous, les Jeux Olympiques. Tout le monde est sur... Imaginez qu'on vient de lancer le 4x100 mètres. C'est extrêmement important puisque pour les 10 prochaines années, on va être l'équipe qui va remporter la course va être sur le toit du monde et dominer la discipline. On est parti, tout le monde accélère et va le plus vite possible. Et en fait, les Européens sont en train de disserter sur la bonne manière de se passer le témoin. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est... Vous voyez, et donc en fait c'est ça qu'on est un peu en train de faire. Et donc c'est ça qu'il faut changer. Il faut se refocaliser sur les entreprises et l'innovation. Alors se recentrer sur les entreprises d'innovation, justement on a avec nous la chance d'avoir Stéphane Lanuzel de L'Oréal, cette course à l'innovation à l'échelle de la planète. Votre regard, Stéphane, vous pensez qu'on a vraiment tous les atouts en Europe au niveau des plateformes, au niveau des outils, des outils de formation aussi, pour y arriver? L'innovation chez L'Oréal, c'est clé parce qu'on est né de l'innovation. Et ça fait 115 ans maintenant qu'on innove, bien avant que l'intelligence artificielle soit le sujet. Et pour moi, l'innovation,
c'est notre moteur, mais l'innovation ne vaut que si elle est adoptée et qu'elle passe à l'échelle pour nous par les consommateurs. Et l'Europe a un rôle à jouer là-dessus, qui est ce rôle de donner la confiance aux consommateurs et aux citoyens. C'est comment on crée un cadre qui fait que, par rapport à ces sujets d'intelligence artificielle, de generative AI, les citoyens, les consommateurs se sentent responsables, en transparence, en confiance. Et pour moi, ça, c'est sans doute l'aspect le plus important. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on disait tout à l'heure, entre une vision très risque, où on va tout contrôler, tout surveiller, tout interdire, et une vision où on va permettre cette innovation. Et pour moi, il est clé, et c'est un des points importants que l'Europe doit jouer. Je voulais aussi revenir sur la partie, le rôle peut-être de la France cette fois-ci, dans la formation initiale. Pour moi, et on investit beaucoup sur ce sujet-là, c'est comment on accompagne à la fois la recherche, comment on accompagne la formation initiale, et comment une entreprise comme la nôtre, on investit plus d'1 milliard par an dans la technologie, comment on contribue aussi à développer beaucoup plus de carrières dans le domaine de la science. Et par exemple, on a investi en France dans une initiative qui s'appelle iParis, qui regroupe l'Institut Polytechnique avec l'IX, l'ENSAE, Télécom Paris et HEC, où on travaille avec iParis pour à la fois proposer des datasets pour les élèves de ces écoles-là, faire de la recherche commune entre des chercheurs à l'IX et nos chercheurs. Et je trouve que c'est important et que c'est aussi notre rôle en tant qu'entreprise, et en partenariat avec les pouvoirs publics, de créer ces ponts entre l'entreprise privée et de s'appuyer sur nos champions français. De s'appuyer sur les champions français, parce qu'on a des données, et aussi pour vraiment passer cette culture de l'IA et cette culture positive de l'IA tournée vers l'innovation. Alors il y a un thème un mot qu'on n'a pas prononcé depuis tout à l'heure, Michel, les enjeux de souveraineté. Alors comment ils interviennent, ces enjeux de souveraineté, dans le contexte de l'IA, et pourquoi c'est important aujourd'hui pour les entreprises, les clients, notamment pour VH Cloud? Alors, souveraineté, c'est un peu le buzzword utilisé par tout le monde. Je vais donner notre définition, nous, de la souveraineté, sachant que je pense qu'il y a la souveraineté pour les entreprises, puis la souveraineté pour les États. Nous, la définition de la souveraineté, c'est la liberté de choix, d'abord. Donc, c'est pas le souverainisme, c'est pas la contrainte, c'est la liberté de choix, en toute transparence et en toute connaissance de cause. Quand vous n'avez plus de liberté de choix quand vous êtes une entreprise, quand vous êtes un État où vous êtes sous contrainte et vous n'avez plus la capacité de choisir, vous perdez votre souveraineté. Et donc, finalement, souveraineté, c'est liberté. Et donc, c'est l'inverse, d'une certaine façon, je trouve, parfois, on va dans la souveraineté. Et donc, à ce titre, si vous êtes une entreprise, quelle est la première chose? C'est être sûr que vous avez la liberté de choix. Et pour ça, d'abord, c'est la concurrence. Et donc, pour moi, la première chose qu'on doit faire en souveraineté, c'est d'abord d'assurer une régulation qui garantit la concurrence. Aujourd'hui, le risque dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est la création de monopoles de fait. De monopoles de fait par la technologie, mais aussi par l'argent, par la puissance financière, et qui sont au service de certains nombres de projets qui peuvent devenir, à ce moment-là, et je me tourne vers plutôt l'État, géopolitiques. Et quand vous avez Nvidia qui a 99,99% aujourd'hui du marché de la GPU, vous créez des conditions dans lesquelles vous n'avez plus la vérité de choix. Et donc c'est à ce titre que les entreprises doivent toujours garantir leur approvisionnement pour pouvoir maximiser la liberté de choix. Et il y a toujours des libertés de choix. Et deuxièmement, il faut que les États définissent les bonnes régulations pour garantir cette capacité. Et moi, je dis qu'au début, c'est la compétition. Et c'est vrai que nous, on a réagi un petit peu sur la régulation de l'IA, parce que la première chose qu'on a fait sur l'IA, c'est réguler pour réduire, avant de réguler pour ouvrir. Et je pense que les régulations doivent être des orientations et des chemins qui doivent permettre de donner des perspectives, d'aider à l'innovation, avec des cadres éthiques, des cadres qui vont garantir justement la compétition, la pluralité. Et les biais aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est que s'il n'y a que deux modèles, ou un modèle américain et un modèle chinois qui gagnent 100% du marché, comme c'est le cas dans d'autres marchés,
Aujourd'hui, dans la recherche, vous avez, sur Internet, vous avez un acteur. Si dans le futur, la recherche via IA, c'est aussi un seul acteur qui s'appelle ChatGPT, vous n'aurez plus la liberté de choix. Et donc je pense, nous, aujourd'hui, que c'est vraiment indispensable que la force publique, à travers la régulation, mais également à travers tous les organismes comme Nouméum, comme le MEDEF, etc., doivent travailler pour créer une compétition ouverte, sereine. Et nous, on défend aujourd'hui, alors là, en tant qu'OVH Cloud, qui est un des acteurs, c'est vrai, hein, on est souvent brocardé en France, et on nous dit, vous n'êtes pas capable de faire ce que les autres font, etc. J'en ai marre de ce pessimisme. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et donc, si on ne se bat pas, et si on ne va pas au contact, et si on ne se bat pas, on ne peut pas gagner. Et il faut leur donner une chance. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a des champions américains? C'est pas parce qu'on est les ingénieurs les plus cons de la Terre. Au contraire. Moi, je suis ingénieur. Et aujourd'hui, nous avons, chez Lighton, chez Mistral, et plein d'autres boîtes, des ingénieurs qui sont aujourd'hui la référence et qui sont reconnus au niveau international, puisque aujourd'hui, et L'Oréal, l'innovation, c'est un champion mondial. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu des politiques systémiques qui ont été mises en place aux États-Unis, en Chine, mais aussi à Taïwan, qui ont permis de faire émerger ces champions. Et pour moi, il y a 4 facteurs clés qui font qu'aujourd'hui, vous êtes capable de créer ces champions et donc de créer une souveraineté, c'est-à-dire des alternatives, là encore, de la concurrence. 1, une politique publique. La commande publique, la stratégie, la régulation. 2, l'accès au financement. Aujourd'hui, si vous êtes une start-up, une scale-up, et regardez ce qui s'est passé avec Mistral, si vous avez besoin à un moment, et OVH Cloud c'était l'exemple, si vous avez besoin de centaines de millions de dollars, à un moment, vous êtes obligé d'aller. Parce qu'en Europe, il n'y a pas aujourd'hui les capacités pour pouvoir le faire. 3, il faut clairement aujourd'hui avoir plus de talent. Et en particulier l'enjeu des femmes, parce que si 50% aujourd'hui des femmes ne veulent pas aller dans la tech, comment vous pourrez avoir les talents? Et le 4e, c'est l'innovation. Et en particulier l'innovation publique-privée, qui fasse que s'il n'y a pas une continuité entre la recherche publique qui, elle, doit être financée, qui va favoriser des startups, qui va favoriser une innovation qui, elle, devenir privée, vous ne créerez pas un business. Et si vous ne créez pas le business, vous ne créerez pas de compétition. Et si vous ne créez pas de compétition, vous ne créez pas de concurrence. Et donc, de fait, vous allez recréer des monopoles de fait, qui fait que votre souveraineté sera zéro. Voilà, eh bien, on a une bonne définition. Merci, merci Michel. Justement, Fabien, ton regard, toi, tu insistais le côté groupe japonais, donc Rakuten, mais avec un ADN français, un bout d'ADN français, rappelons-le, Price Ministère, hein, donc, et puis évidemment une forte entité en France. Voilà, sur ces enjeux de souveraineté, qu'est-ce que ça te inspire? Non, j'adhère évidemment 100% à ce qui a été dit. Nous, on a, sur le sujet des talents, vous avez raison, nous, on a par exemple, on a 34 nationalités à Paris, là, dont la majorité ne sont pas des Européens. Et c'est évidemment une richesse incroyable. On est très fiers de contribuer à l'attractivité de la France sur ces sujets-là. On attire des jeunes talents du monde entier parce qu'on est une entreprise qui travaille sur des technologies avancées, pas que l'intelligence artificielle, et parce que l'on leur offre cette possibilité de venir s'installer en France et dans une entreprise, dans des modèles d'entreprise qui sont des plateformes sociales, qui sont autant des plateformes de développement personnel que des plateformes sociales relationnelles. Et le lifestyle parisien ou français de ce point de vue-là a beaucoup d'atouts pour attirer ces jeunes gens. Mais naturellement, si vous mettez bout à bout la totalité des formations en data engineering du monde entier, vous avez un déficit massif entre le volume de compétences qui est fabriqué ou qui sera fabriqué demain et la nature des besoins. Voilà, donc la compétition, elle est massive, elle est brutale. Et les écosystèmes, la manière dont on doit intégrer ces jeunes talents dans nos entreprises, ça doit répondre à cet enjeu-là. Donc les politiques publiques doivent répondre à cet enjeu-là. Donc effectivement, la régulation autour de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle doit faire pour permettre aux entreprises de proposer des jobs attractifs pour les talents? Eh bien, cette régulation, elle doit se dire, allez, essayons plutôt que d'adopter des postures de manière préventive, essayons plutôt de s'inspirer de l'agilité des groupes de technologie et des innovateurs pour
calqué un cadre juridique identique qui permette finalement de monitorer les risques de manière très précise. Il ne s'agit pas de se détourner des dangers qui sont réels, mais que ce cadre juridique soit hyper agile et s'ajuste en fonction de ce que les entreprises mettent en place en termes d'autorégulation, de soft law. C'est quand même une dimension majeure dans le domaine des technologies sur lesquelles on travaille depuis 15-20 ans. Entre, tu citais Pressminister et le monde des plateformes il y a 20 ans et la réalité opérationnelle de business aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et la quasi-totalité de la professionnalisation, de la sécurisation, de la confiance qui a été apportée aux consommateurs et de la création de valeur in fine pour la société, eh bien, tout cet enchaînement, il a été majoritairement dicté par la compétition. Voilà, et par les prises de conscience dans les entreprises, l'autorégulation et la montée en normes, en conformité, en qualité. Mais si la réglementation européenne désavantage les entreprises de technologie, notamment dans les secteurs émergents, par rapport à leurs concurrents internationaux, alors on va à rebours de l'histoire. Lorsque vous discutez avec des jeunes entreprises qui travaillent sur ces sujets-là, vous ne pouvez pas avoir 10-15% de votre capacité de production, de vos équipes de développement ou de vos équipes d'engineering qui sont affectées à des sujets de conformité. C'est pas possible. On est les seuls dans le monde à imposer ce poids-là aux jeunes entreprises. Donc c'est ça qu'il faut changer. Oui, j'étais récemment avec Michel Vandenberg, là, le patron de Campus Cyber, qui vient de racheter une société de sécurité. Il me disait que sa première embauche, ça a été un juriste pour aller négocier l'achat des puces aux États-Unis. Enfin voilà, c'était pas des développeurs tout de suite. On arrive là presque au terme, très rapidement, une minute chacun. Stéphane, sur quoi il faut accélérer? On l'a dit sur la formation, mais quoi d'autre? Encore les cas d'usage. Enfin, faut montrer que tout ça est possible. Pour moi, il faut accélérer sur l'usage de l'IA et sur la multitude des cas d'usage en restant agnostique des acteurs et de l'écosystème avec lequel on va travailler. Avec des petits acteurs, avec des gros acteurs. Et c'est vraiment par l'usage de manière transparente, dans la confiance et dans l'optimisme qu'on arrivera à devenir un champion du LIA. Et je pense qu'il faut qu'on soit aussi fiers des compétences et des talents que l'on a en France et qu'on les mette en avant, parce que c'est aussi ça qui permettra de nous tirer vers là. Véronique, comment on forme vite et bien en une minute? L'enjeu de la formation, on en a beaucoup parlé là en fait. Je pense qu'il y a un enjeu qui est au grand public, former le grand public à l'IA. Ça c'est majeur. Dès le plus jeune âge, je pense qu'il faut... là, on a une opportunité qui s'ouvre à nous, donc travaillons dès le plus jeune âge pour sensibiliser nos jeunes à l'usage de l'IA, au bon usage et au mauvais usage. Donc leur faire aussi passer les messages d'éthique qui sont chers en fait quand même à notre continent. Évidemment, il faut que toutes les formations soient aujourd'hui teintées d'IA. Je suis un juriste, comment l'IA peut aider demain mon métier? Je suis un médecin, je suis ingénieur agronome, etc., etc. Donc ça, c'est un point important. Et puis évidemment, il nous faut des experts. Il se trouve quand même qu'en Europe et en France particulièrement, on a des bonnes formations. Notre problème aujourd'hui est une question de volume. Il y a différents leviers. On y travaille depuis maintenant plus de 10 ans avec Numéum, mais l'ensemble de l'écosystème numérique français sur ces sujets de formation. Il y a un des leviers dont a parlé en fait Michel, qui est la féminisation. Il se trouve que bizarrement, en Europe, il n'y a que 30% de femmes qui travaillent dans le secteur de l'industrie du numérique. Et sur les sujets techniques, elles sont que 15-16%. Donc on a un énorme déficit, là où par exemple en Tunisie, c'est 52% des femmes qui travaillent sur les métiers techniques liés au numérique. Donc si on veut accélérer sur ces sujets, évidemment la formation est clé. On l'a dit, il faut travailler un récit, un narratif positif pour emmener en fait une nation, un continent sur ces sujets, c'est primordial. Oui, et je vous conseille d'ailleurs, on s'est croisés là hier, il y a un salon en ce moment qui s'appelle Global Industrie, alors c'est un peu loin, c'est à Villepinte, mais si vous voulez voir toute l'industrie, c'est vraiment il y a le salon de l'agriculture, et là on a un vrai salon de l'industrie d'ailleurs avec beaucoup d'humour. Le président du salon disait hier, oui on a un ministre qui vient, ou des hommes politiques qui viennent vulgairement taper un peu le cul des vaches, et bien là il y a un ministre qui est venu taper le cul des machines, et vraiment il faut venir voir tous ces robots et tout ça, et vraiment pour passionner vos enfants, je vous conseille vraiment, si vous avez le temps d'y
d'y aller. Demain, c'est mercredi. Allez-y, il y a des bras robotisés, il y a des choses incroyables. Et même pour des petits, enfin des jeunes, en âge de comprendre, c'est un endroit assez incroyable. Et l'industrie est particulièrement touchée par l'IA. Voilà. Donc, c'est l'avenir, le futur en fait de l'industrie. Allez-y, on a commencé avec vous, Christine, on termine avec vous. Donc on l'a vu vous-même au Sénat, vous êtes en train de travailler sur l'impact sur votre métier, mais qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre? Alors j'ai surtout entendu plusieurs appels à ce que les politiques se saisissent plus du sujet de l'intelligence artificielle et comprennent mieux les enjeux. Donc déjà, je vais dire que modestement, la délégation à la prospective espère que son travail contribuera à faire ça. Ce dont je suis certaine, c'est que les 36 membres qui participent régulièrement aux auditions améliorent largement leurs connaissances en intelligence artificielle. Parce que si effectivement l'intelligence artificielle irrigue l'ensemble des professions, des métiers de l'industrie, il faut quand même reconnaître, si vous avez déjà observé comment fonctionnent les hommes politiques, c'est pas l'intelligence artificielle qui est leur quotidien. Donc ils sont assez éloignés de ces sujets. Je voudrais pas caricaturer en disant que certains, même l'ordinateur, c'est pas ce qu'ils croisent le plus dans leur journée. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même effectivement un dialogue à instaurer. Et je pense que nous, il faut qu'on commence par montrer les usages concrets. Parce que c'est ce qui parlera demain aux citoyens, donc c'est ce qui parlera aussi le plus vite aux politiques, pour après effectivement appréhender toutes les questions techniques qui sont sous-jacentes. Oui, moi j'aurais aimé qu'on ait deux premiers ministres, un pour les fonctions régaliennes et puis un autre vraiment pour le numérique, l'IA, et puis pour aller faire rayonner tout ça dans les autres ministères. Eh bien, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler avec nos invités suivants. On peut remercier très chaleureusement nos 5 invités. Voilà, je vous invite à regagner vos places. Merci encore à vous pour vos témoignages et votre disponibilité. Et on va enchaîner tout de suite avec faut-il garder ou contrôler, garder la main sur l'IA, avec André Le Scrupietri, Anne Lauvergeon, Cédric O, Alexei Greenbaum et Taïma Saman, que